Bonjour à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous explorons le domaine captivant de l'intelligence artificielle pour dévoiler son impact sur le secteur de la formation. Ensemble, nous allons voir que l'IA n'est plus une simple promesse futuriste. Elle est désormais au premier plan, redéfinissant les méthodes d'apprentissage, facilitant des expériences éducatives sur mesure et ouvrant la voie à des innovations pédagogiques sans précédent. Alors, comment l'IA peut-elle personnaliser l'apprentissage et rendre l'expérience pédagogique plus efficace et engageante ? Quels sont les défis et les opportunités que cette technologie présente pour les professionnels de la formation ? Pour répondre à ces questions, nous allons parler d'innovation pédagogique à l'ère de l'intelligence artificielle et j'ai donc le plaisir d'accueillir Lucie Dorn, experte en innovation pédagogique, pionnière dans l'utilisation de l'IA en formation professionnelle et fondatrice de Creative IP. Lucie est également l'auteur de l'ouvrage L'IA pour la formation, disponible aux éditions Click et qui est sorti il y a très peu de temps. Un livre qui s'aventure au cœur de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies de formation, offrant un éclairage précieux sur les opportunités qu'apporte l'IA au secteur éducatif. Bonjour Lucie. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours dans les grandes lignes ? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'ingénierie pédagogique et à l'intelligence artificielle ? Vaste question. Je me rappelle, quand j'avais 10 ans, j'ai eu un ordinateur et avec cet ordinateur, j'arrivais à programmer des petits jeux simples sur disquette. C'était quelque chose qui était accessible. Alors, pour être très honnête, au kiosque, il y avait pas mal de magazines qui expliquaient un peu comment on pouvait programmer des petits jeux de manière simple. Donc, il y avait déjà de la formation, si on peut dire, sur ces sujets-là. J'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis à côté, comme tous les enfants de mon âge, j'avais aussi la consommation de ce qui était le début un peu des réseaux sociaux. Et je discutais sur des chats comme Caramel. Et c'est rigolo parce que quand j'ai eu 23 ans, donc 13 ans plus tard, après mon premier master en ingénierie pédagogique, j'ai voulu faire un master en mathématiques et en informatique parce que j'avais cette conviction que la technologie pouvait aider et favoriser les apprentissages. Il y avait vraiment cette possibilité avec la technologie d'aller dans un apprentissage plus différencié et ce qu'on appelle maintenant l'adaptive learning et ce qui, je pense, est la révolution qui va être en cours ces prochaines années. C'est un sujet, l'adaptive learning, d'ailleurs, dont on parle depuis plusieurs années, mais on n'a pas encore vu vraiment quelque chose de très probant et je pense que tu me poseras peut-être des questions là-dessus plus tard, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'on en reparlera. Donc, à 10 ans, je programmais des jeux. Je trouvais ça super accessible et vraiment facile, ludique et j'avais du plaisir à faire ça. Et puis à 23 ans, je fais un master en informatique et là, je me mange un truc énorme qui a comme une espèce de mur super violent qui arrive et qui en fait me rappelle qu'entre 10 et 23 ans, il y a eu 13 ans qui sont passés et qu'en 13 ans, l'informatique a beaucoup évolué, c'est beaucoup complexifié et moi qui pensais que j'allais avoir des facilités pour faire ce master, en fait, ce master, je l'ai trouvé vraiment difficile. Je l'ai obtenu parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et que je pense que quand on s'investit dans une chose, il n'y a pas de raison qu'on échoue pour cette chose. Et c'est rigolo parce que toutes ces années, je me suis dit je suis née trop tard. Si seulement j'avais eu 30 ans à l'heure du web, mais j'aurais fait des choses incroyables. J'étais trop jeune quand j'avais 10 ans, je pouvais pas encore faire les choses que j'aurais pu faire ou développer avec le web, etc. Et puis il y a quelques années, 5-6 ans, sur les forums un peu futuristes comme Futur en scène ou des choses comme ça à Paris, je commence à avoir des outils qui permettent de générer des choses à partir d'un contenu initial. Ça s'appelait pas du tout des IA génératives, on les appelait plutôt par leur typologie, speech to text, text to text, etc. Alors c'était plutôt des technologies de speech, d'ailleurs, de parole que j'avais vues sur ces salons-là. Donc c'est intéressant puisque aujourd'hui c'est les technologies de texte qui font le boom. Et là, je l'ai su. Quand j'ai vu ça sur les salons il y a quelques années, je me suis dit, ça arrive. Le jour où ça va se développer, il y aura une nouvelle révolution qui va rentrer en marche. Et là, ce moment-là, t'as pas pu être présente sur le web parce que t'étais trop jeune. Mais à ce moment-là, tu vas pouvoir être présente et pouvoir apporter aussi de la valeur et pouvoir t'incorporer dans ce système.
Donc voilà, mon parcours dans les grandes lignes, c'est ça, c'est un amour partagé entre la pédagogie et la technologie. Et c'est comme ça que sur ces dernières années, j'ai pu me distinguer sur des prix d'innovation pédagogique parce qu'à chaque fois, j'ai vraiment utilisé mes connaissances en neurosciences, en sociologie, tout ce qu'on sait, hein, c'est la science qui nous le dit et puis parfois elle dit puis elle se dément. Mais c'est intéressant, on fait des tests et des expériences aussi pédagogiques. Ouais. Et voilà, j'ai utilisé ces savoirs de neuroapprentissage et puis toutes mes connaissances en technologie, puis j'ai essayé de faire des mariages pour voir si la technologie pouvait favoriser l'apprentissage. Voilà, hein, dans les très grandes lignes, mon parcours. Ben, c'est bien, bravo. Alors, on va parler bien sûr de ton livre. Alors, j'ai une remarque personnelle, mais je crois que vu le nombre de ventes, il est partagé par plein de monde. Je l'ai trouvé vraiment bien conçu. Il est très pratico-pratique et je t'assure, Lucie, que je dis pas ça pour tous les livres. Il est interactif à souhait avec les prompts, les QR codes, les applications. Il contient des super idées. Vraiment un grand bravo pour tout ça. Du coup, il se lit très facilement avec plein d'outils à côté. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Et puis alors j'ai une question à laquelle tu réponds dans le livre d'ailleurs. À quel point tu as utilisé l'IA pour t'aider à la création de ce livre? C'est intéressant, je pense, cette deuxième question, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'interrogent sur les livres et l'IA, et surtout les livres et l'IA sur Amazon, et du coup, je te répondrai dans un deuxième temps, du coup. Pour être très honnête, donc c'est mon éditeur qui a vu que je postais pas mal de posts sur LinkedIn sur la pédagogie de l'IA. Au tout début de l'IA générative, j'ai vraiment voulu que les gens y mettent le pied à l'étrier parce que je me suis aussi rappelé que la petite fille de 10 ans que j'ai été, elle a eu besoin de ces magazines pour aller chercher des manières pratiques de réaliser des choses et j'ai voulu apporter ça à la communauté. Donc j'avais commencé à ce que j'appelais les prompt parties. Et dans les prompt parties, à chaque fois, j'expliquais un nouveau truc de manière pragmatique avec l'IA. Je voulais faire le contre-pied aussi de tous ces gens qui vendaient un peu des effets waouh. Oui. Regardez, en un clic avec ce prompt magique, j'ai réussi à gagner 100 clients. Voilà. Ça m'a un peu déçue, mais bien sûr, hein, dans toute évolution technologique, il y a la ruée vers l'or avec les vendeurs de pelles et il faut choisir un peu son camp. Voilà, bon, je leur en veux pas, mais moi j'ai essayé de proposer quelque chose de différent et donc un éditeur a repéré ces posts qui avaient du succès et qui intéressaient les gens et il m'a dit au lieu d'écrire des posts sur LinkedIn, est-ce que tu ferais pas écrire un livre? Et je me suis dit oulala, mais comment je peux écrire un livre sur un sujet qui est aussi mouvant? Comment je peux apporter de la valeur? Si c'est pour gâcher du papier, ça me sert à rien, en fait. Donc, quelle valeur j'apporte à mon monde, qui est en effet le monde de la formation, mais en fait, comment je peux étendre aussi ça à d'autres? Parce qu'il y a pas mal de gens qui ont acheté ce livre et qui sont pas du monde de la formation et qui ont trouvé ça très éclairant et ça leur a énormément apporté. Et je me suis dit, mais comment j'aborde la chose? Et je peux pas aborder la chose comme je l'aborde dans les prompt parties où je vous montre un outil, je vous montre un usage, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, ça fait des années que j'ai du recul sur le sujet. Donc, je vais utiliser mon recul et je vais travailler. Hein. J'ai fait beaucoup de recherches, énormément de lectures, j'ai croisé beaucoup de sources, beaucoup de données. C'est cité dans mon livre aussi. Et je me suis dit, mais comment je peux apporter un regard critique et constructif sur les IA génératives sans être has-been dans 6 mois? Tu sais que le livre, Oui, voilà, on les écrit en avance. exactement. Et que les process, quand on passe par des process classiques, hein, parce que mon éditeur, il distribue dans les librairies. Donc, en gros, il faut que 6 mois avant, il soit prêt, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, je l'ai axé usage. Je l'ai axé Alors, usage et pas outil. on va en parler et on va aller directement au cœur de l'épisode. Au début de ton livre, d'ailleurs, tu parles de l'ère de l'innovation pédagogique que nous vivons actuellement. Est-ce que tu peux définir cette révolution pour nos auditeurs? Qu'est-ce qui change pour eux? Alors, comme tu sais, en fait, j'ai gagné 3 prix d'innovation pédagogique. Oui. Et en fait, ce que ces prix m'ont appris, j'ai plus appris des autres d'ailleurs. Enfin, je me suis énormément enrichie de ces personnes qui postulent à ces prix, des dossiers que parfois on lit parce que j'ai aussi été jury. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des idées mais géniales, que les gens étaient géniaux, que les personnes qui postulaient à ces concours d'innovation pédagogique avaient des idées géniales, et que souvent, ce qui pêchait, c'était les moyens. Et je parle même pas d'argent. Je parle même pas de une organisation qui va avoir des millions à mettre ou pas. C'est même pas tant ça. C'est plutôt des moyens organisationnels, c'est des moyens structurels. Je vois les 3 prix que moi j'ai gagnés, ces 3 prix où on m'a fait confiance. Je suis allée dans 3 organisations et ces organisations, pour ces projets-là, on m'a fait confiance. On m'a donné carte blanche. On a cru en ma vision de ce que pourrait être cette formation et c'est un vrai engagement en fait. Donc je remercie vraiment les gens qui m'ont fait confiance. Et j'ai par ailleurs jamais été toute seule pour monter ces projets. Hein. C'est pas des projets qui se montent tout seuls. Voilà, je voudrais aussi rappeler la réalité de tout ça. Hein. C'est pas une personne qui est merveilleuse, hein. C'est un collectif de personnes et c'est une organisation qui est derrière. Et en fait, ces gens qui
postulent au concours, ils n'ont pas les moyens d'aller au bout. Par exemple, ils ont des idées de différenciation pédagogique, mais ils n'ont pas la capacité de faire une différenciation fine, donc ils vont faire une différenciation dans des grosses mailles. Et du coup, ça tombe un peu à côté parce qu'on peut pas dire que deux personnes sont similaires. Par exemple, toi et moi, Gérard, nous ne sommes pas les mêmes. Voilà, même si on a les mêmes goûts, même si toi et moi, on écoute des podcasts, même si toi et moi, on adore lire, on se ressemble beaucoup, on travaille dans les mêmes secteurs, on a les mêmes centres d'intérêt, pourtant, nous sommes deux personnes différentes et donc du coup, nous devrions avoir des approches pédagogiques un peu différentes. Et je Tout à trouve fait. aujourd'hui vraiment que l'IA commence à nous permettre d'entrevoir ces possibilités-là. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir un peu plus grand, on peut réfléchir à un traitement de données, on peut réfléchir à une analyse fine des profils, on peut réfléchir à savoir quelle est la différence entre Lucie et Gérard pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner mieux avec Lucie et Gérard. Mais pour ça, il va falloir observer. C'est ce qu'on fait, c'est ce que moi j'ai fait dans mon premier master de recherche. Quand on fait des études sociologiques, on fait des observations, on va regarder le terrain, on prend des notes, ça prend du temps. Ce qu'on fait à la fac, finalement, c'est pas vraiment ce qu'on a le temps de faire dans le monde du travail. Et moi, je trouve que l'IA, c'est vraiment l'outil qui va permettre une interprétation croisée des données pour avoir une analyse plus fine et pour nous permettre de donner le bon outil à la bonne personne. Donc en gros, on reparle encore une fois d'usage et pas forcément d'outil. L'outil, c'est pas l'IA en elle-même, ChatGPT, Mistral ou je ne sais quoi encore. Non, c'est vraiment, j'ai un apprenant qui est allophone. J'ai identifié qu'il avait des angoisses à parler devant les autres et à parler devant l'enseignant puisque c'est un vrai blocage psychologique et c'est difficile pour lui de s'exprimer parce que il ne se parle pas très bien et peut-être que par le passé on l'a critiqué, je ne sais pas, ça on n'est pas là pour faire la psychologie, mais on est là juste pour prendre les constats. J'aimerais l'accompagner et l'aider. Quelles sont les choses que je peux avoir à ma disposition? Par exemple, aujourd'hui, l'IA propose d'avoir des interactions orales avec elle et de faire une analyse d'une somme d'interactions pour proposer un plan personnalisé de mots, par exemple, à répéter ou de prononciation ou plein d'autres axes qu'on pourrait peut-être passer à côté, sur lesquels on pourrait peut-être passer à côté. L'IA peut proposer un plan personnalisé pour ce jeune allophone. Et ça, c'est super intéressant, je trouve. On va y revenir. J'ai une question là-dessus un peu plus tard qu'on va développer. Avant, je voulais parler avec toi de ce que tu vis lorsque tu interviens dans des groupes, puisque on entend beaucoup de peur finalement sur l'IA. On entend qu'elle va remplacer beaucoup de métiers, dont le formateur. Quel est ton avis pour ce qui concerne la formation? Je pense à une citation des 3 lois de Clarke. Moi, je pense que tout le monde la connaît. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. De la magie, oui. Et ça m'intéresse déjà beaucoup. Si je commence par là pour essayer de répondre bien sûr à ta question, si je pense qu'il y a un outil magique qui arrive dans le monde du travail, puisque c'est bien ça dont on est en train de parler. On est en train de parler de l'IA, mais dans le monde professionnel. Oui. On ne parle pas de l'IA dans un univers qui est étranger au mien. On parle de l'IA dans mon monde, donc le monde de la personne qui écoute ce podcast. Et donc, si je pense qu'il y a quelque chose de magique qui arrive dans mon monde, alors je vais me sentir en danger. Ça, c'est le premier point. Est-ce que l'IA est magique? Et le deuxième point, c'est que en plus des personnes qui utilisent l'IA, vont dire « Ah oui, mais moi, ça me fait gagner du temps, j'ai réussi à optimiser des tâches et en final, une partie de mon travail part à l'IA. » Donc, c'est sûr que si on mélange tout ça, la phrase qui ressort, c'est « l'IA va nous remplacer ». Et puis, alors oui, mais c'est un outil qui va changer la manière dont on faisait les choses. Je pense au tracteur. Le tracteur, quand il est arrivé dans les champs, avant, les personnes des villages majoritairement travaillaient dans les champs. Aujourd'hui, il y a une désertification des campagnes qui est pas forcément que liée au tracteur dans les champs, mais il y a eu un espèce de mouvement où finalement il y avait moins de travail dans les campagnes, donc les gens ils sont allés vivre dans les villes, etc. Moi, je trouve que l'IA, on peut la comparer un peu à cet avènement du tracteur. Le tracteur, ça a vraiment permis d'améliorer les conditions de travail, ça a permis de faire plus de tri, d'être plus productif, etc. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. L'IA, c'est exactement pareil. Il y a des côtés très positifs à l'IA et l'IA, ils sont en train de faire des avancées phénoménales sur les détections précoces du cancer avec l'IA, donc côté super positif quand même. Et puis, il y a d'autres côtés où il y a des métiers qui avaient des tâches. Dans ces métiers, il y avait des tâches qui étaient très répétitives, très redondantes et dont la valeur créative, la valeur ajoutée créative était pas ultra importante. C'est sûr que ces tâches-là vont être plus automatisées.
Moi, je trouve ça positif parce que la personne qui a ces tâches répétitives va pouvoir s'en décharger et puis prendre du recul sur les choses pour commencer à réfléchir à d'autres manières peut-être de voir son travail, d'optimiser, par exemple de former mieux ou former différemment ou former plus différencié. Je sais pas, qu'est-ce qu'on met derrière mieux. En fait, chacun a son regard là-dessus. Donc, je pense que ça va enlever des tâches et libérer du temps. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps, sachant que quand on parle moi, quand je parle à des gens, la première chose qu'ils me disent, c'est je suis débordée, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Tout le monde me dit ça. Donc, je vois le côté positif de ça va vous soulager. Alors, c'est pas magique, hein. Vous n'allez pas appuyer sur un bouton. Il y a toute une ingénierie du prompt à connaître, etc. Mais je pense qu'on en parlera plus tard. Oui. Mon avis, c'est que l'IA, elle augmente l'intelligence d'une personne. Et cette phrase, augmenter son intelligence, elle n'est pas de moi, elle vient de Luc Julia. Luc Julia, c'est le cofondateur de Siri. C'est vraiment une personne que moi, je trouve très inspirante, qui a beaucoup de recul sur l'IA et qui permet du coup de prendre du recul. Donc, je vous recommande vraiment d'aller voir ce que Luc Julia fait en conférence, etc. C'est quelqu'un de très intéressant. Dans cette notion d'augmenter son intelligence, si je n'ai pas de connaissances à la base sur un sujet, je ne vais pas tout à coup devenir un génie de la thermodynamique, par exemple. Je pense à ça parce que souvent les gens ils se disent l'IA ça va remplacer les concepteurs pédagogiques, ça va remplacer les formateurs, ça va remplacer les graphistes. Bon, là honnêtement, quand je vois comment les choses évoluent, des personnes qui ne savaient pas faire de déroulé pédagogique avant l'IA, aujourd'hui je leur donne l'IA, ils savent toujours pas faire de déroulé pédagogique. C'est clair. Faut rester pragmatique là-dessus. Par contre, si je donne un prompt à mes apprenants qui sont en train d'apprendre à faire des objectifs pédagogiques et des déroulés pédagogiques, et si je dis tiens voilà, formateur, t'ai conçu un prompt pour t'accompagner dans ta compréhension et dans ta formation, et tu vas utiliser ce prompt pour concevoir tes objectifs pédagogiques. L'idée, ce n'est pas de copier-coller ce que l'IA va te sortir, mais l'idée, c'est que quand l'IA va te proposer quelque chose, tu vas avoir un regard critique dessus. Là, c'est intéressant parce que l'IA va accompagner dans la méthodologie, puisque le prompt, en fait, il va parler de la méthodologie, de Bloom, des verbes d'action, des niveaux cognitifs, etc. Donc, tout ce qu'on sait, nous, quand on est formateur dans ce sujet-là. Et l'apprenant, il va voir des objectifs pédagogiques qui vont être rédigés. Ça va peut-être lui apporter des nouvelles idées, ou ça va peut-être le conforter dans une idée qu'il avait. Il va se dire, ah oui, mais oui, c'est cet axe-là, c'est cet objectif-là que je vais atteindre avec ma formation. Et donc, ça va lui permettre de créer des nouvelles connexions, des nouvelles idées, d'enrichir peut-être ce qu'il avait déjà en tête. Et donc, ça va créer de la valeur, à mon sens, si c'est correctement utilisé, encore une fois. Donc, je vois vraiment l'IA comme un moyen d'élargir les capacités cognitives et les capacités d'apprentissage si elle est utilisée d'une manière efficace et efficiente, si j'ose dire. Tout à fait. Et je voulais compléter quelque chose que dit Luc Julia sur l'IA, et n'hésite pas à me contredire si je dis des bêtises. Je crois qu'il dit qu'il faut jamais faire confiance à une IA, surtout parce que pour l'instant, en tous les cas, tant qu'on n'est pas passé aux IA fortes, elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Et tu m'avais d'ailleurs donné un super exemple. Oui, je me rappelle, je t'avais raconté cette histoire en effet de probabilité, parce que souvent, les gens ils comprennent pas qu'une IA c'est pas un humain, c'est-à-dire que ils ont peut-être cette impression que l'IA elle va chercher dans des dictionnaires, elle est à la bibliothèque, elle cherche dans des dictionnaires, elle te cherche l'info, puis elle te la donne, tu vois. Et ça serait peut-être génial si c'était ça, en fait, parce que ça serait un espèce de super Wikipédia fiable, une encyclopédie en ligne qui aurait tous les savoirs de tout le web, mais des savoirs vérifiés. Enfin, ça serait merveilleux. Mais en fait, mais c'est pas encore le cas. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Elle fonctionne pas comme un livre avec des pages et des chapitres. Elle fonctionne par le traitement mot à mot. Et du coup, je veux bien faire un jeu avec les auditeurs. Je vais sortir une phrase là maintenant, et dans cette phrase, je vais dire le mot bip. Et au moment où je vais dire le mot bip, vous devez absolument vous dire dans la tête quel est le mot auquel vous pensez, le premier mot auquel vous pensez. Donc, tu vois, je vais te raconter ce matin quand je suis partie pour aller au travail. Donc, ce matin, j'ai mis ma robe verte, j'ai mis mon manteau bleu et j'ai cherché partout ma paire de bips rouges. Généralement, les mots que les gens ont en tête sont... Gérard, t'as une idée ? Lunettes, chaussures, oui, bien sûr. Chaussettes. Oui. Alors des fois, quand on me dit chaussettes, je dis, mais attendez, qui met des chaussettes avec sa robe ? Oui, c'est vrai. Ça arrive, c'est une tendance, c'est une mode, je ne critique pas. Mais peut-être que, moi, j'ai jamais fait ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnes à qui ça va très bien.
Et donc, en effet, en termes de probabilité, généralement, le mot que les personnes me sortent le plus en conférence, c'est chaussures. Ouais. Parce que j'inclus le vêtement. En fait, j'ai parlé de ma veste, j'ai parlé de ma robe. Donc, forcément, je suis dans le langage de l'habillement. Et je vous ai dit que j'allais partir au travail. Donc, fondamentalement, en fait, le mot qui vient le plus souvent aux esprits, c'est chaussures. Normal. Après, voilà, normal. Après, il y a comme toi, Gérard, les gens qui pensent à lunettes. Donc, catégorie de l'accessoire. Mais moi, c'est parce que j'avais assisté à l'une de tes formations et du coup, tu avais des lunettes. Donc, j'ai pensé à Lucie avec des lunettes. Et c'est vrai que t'as raison, mais souvent, c'est ça, en fait. C'est chaussures, chaussettes, lunettes. Et puis, en plus, j'ai dit ma paire de. Oui, en plus. Donc, ça influence. Et en fait, moi, le mot auquel je pensais, c'était barrette, ma paire de barrettes. J'ai 2 barrettes qui me permettent de pas avoir les cheveux devant les yeux, voilà, quand je conduis. Mais ça, il y a que Lucy Dorn pour savoir qu'elle a besoin de barrettes le matin, en fait. Et personne peut deviner, personne n'est à ma place. Et du coup, l'IA, c'est un peu pareil. Là, vous avez joué les rôles de l'IA avec le fait de trouver le mot bip. Et vous avez joué la carte de la probabilité. En termes de probabilité, vous avez raison. Ce qu'on dit chaussures ou lunettes, vous avez raison. Donc, vous avez raison. Sauf que moi, en tant qu'experte de ma phrase et de mon quotidien, l'expertise que j'ai de mon quotidien fait que c'est le mot barrette. Parce que c'était des barrettes. Et il y a que moi pour être experte de mon quotidien. C'est pareil avec l'IA. L'IA, elle va vous sortir des choses généralistes. Donc, elle va vous générer, par exemple, le mot chaussure, parce que d'une manière généraliste, c'est chaussure qui va tomber. Sauf que vous, si vous êtes un spécialiste et vous attendez des résultats spécialistes de l'IA, il est possible qu'elle vous donne le mot chaussure à la place du mot barrette. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à une IA, parce que l'IA ne peut pas répondre juste aux questions que vous posez. Elle va répondre des choses de manière probabiliste. Et donc, hypothétiquement, elle peut répondre de manière vague ou elle peut répondre de manière fausse. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Exactement. Et d'ailleurs, on va y arriver plus tôt et je reviendrai sur les prompts, mais ça fait partie des réserves finalement sur lesquelles je voulais t'interroger. Est-ce que tu en as à émettre quant à l'utilisation des IA génératives? Tu viens de nous citer un super exemple avec les barrettes, les hallucinations. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes ou en tous les cas des points de vigilance à prendre en compte avec ces IA dans le domaine de la formation? Oui, il y en a beaucoup. Je crois que j'ai une autre idée en tête, une autre petite métaphore qui pourrait parler aux gens qui nous écoutent. J'ai une machine à café à la maison qui fonctionne avec des dosettes. Elle fonctionne avec des dosettes, vous savez, c'est ces dosettes rondes là, un peu en toile, je pète un matériau un peu composite, je ne sais pas. Et je mets ce petit disque dans ma machine, je descends la petite presse et puis le café va dans ma tasse. Ok. Et puis vu que c'est rond, je peux aussi faire une citronnade. Donc, je prends une rondelle de citron, je la mets dans ma machine à café, je descends, j'appuie sur le bouton, ça presse, il y a bien du jus de citron qui arrive dans ma tasse. Le jus, est-ce qu'il est bon? Bof. Il est pas super bon. Déjà, il a un petit coup de café, et puis c'est pas le meilleur jus que j'ai bu de ma vie. Et puis, est-ce que j'ai tous les arômes du citron? Je suis pas super sûre. Et en fait, c'est un peu ça mon sujet aujourd'hui quand je fais des conférences ou des formations sur les IA génératives, c'est que on me dit oui, mais moi, j'ai pas besoin d'apprendre à prompter ou j'ai pas besoin d'avoir des connaissances sur l'IA. Ça marche. Je mets quelque chose, je mets une rondelle de citron, ça marche. Ok, ça marche. Comme faire des images. Vous n'avez pas besoin d'avoir prompté, d'avoir des connaissances en images, etc. Ça marche, ça fait des images. Mais est-ce que c'est parce que ça marche que c'est le bon usage? Est-ce que parce que chez vous, vous pouvez faire du jus de citron avec votre machine à café, est-ce que vous prenez votre jus de citron dans la machine à café tous les jours? C'est un peu ça mes réserves. Aujourd'hui, il y a beaucoup des IA génératives pour tout et n'importe quoi. Non, ChatGPT, ce n'est pas Google. On ne fait pas une recherche sur ChatGPT comme on ferait une recherche sur Google. Google est un moteur de recherche et par ailleurs, je le citais 15 fois, mais il y a d'autres moteurs de recherche. Quand on fait une recherche sur Internet, c'est qu'on va aller rechercher des informations, peut-être une définition, etc. Et d'ailleurs, si on cherche une définition, peut-être qu'on pourrait aller plutôt sur un dictionnaire ou sur une encyclopédie. Donc, il y a la première déviance d'utiliser les IA génératives de texte comme ChatGPT, Mistral, Perplexity, Copilot, Claude et Bard, voilà, merci, c'est la dernière que je cherchais. Gemini, voilà. Gemini, voilà. C'est bon. J'essaie d'être exhaustive aussi pour montrer que je suis pas du tout orientée sur OpenAI ou plus qu'une autre. Pour être juste claire dans mes propos, souvent utiliser ChatGPT comme mot, c'est plus pédagogique parce que les gens comprennent. Voilà, c'est juste ça. Quand je fais une recherche sur ChatGPT, je dois être sûre que je suis pas en train de presser un citron dans ma machine à café. C'est juste ça mon message. Donc, est-ce que ChatGPT est une IA de traduction? Non.
Il y a des IA de traduction qui s'appellent DeepL. Donc après, vous pouvez me dire, oui, mais ça marche, ça fait les traductions, très bien. Mais est-ce que t'es pas en train d'utiliser une puissance de calcul énorme pour une IA qui fait juste une traduction, alors qu'il y a d'autres IA qui font des traductions, qui utilisent moins d'énergie, qui sont moins consommateurs? C'est vrai. Moi, je suis un peu aujourd'hui gênée par ces explications de oui, parce que je mets d'une rondelle de citron, ça me fait un café, enfin, ça me fait du citron. Bon. Non, mais c'est une bonne remarque. Si tu le veux, Lucie, on va revenir sur les prompts parce qu'on les a un peu écartés un peu vite. Enfin, tu as commencé à en parler. Alors moi, je voulais dire déjà, page 23 du livre, il y a un exemple de prompt générique qui est super bien. Il est super bien. Et surtout dans le livre, à chaque fois que tu donnes un exemple, il y a un prompt qui est utilisable, alors qu'il faut personnaliser, mais qu'on peut utiliser quasiment tel quel, avec un minimum de choses à faire. Et je voulais te poser la question, quelle est la méthodologie finalement pour créer un prompt clair et efficace? Parce que tu en as plein dans ton livre. Ouais, vaste question. Oui. Je pense que d'une manière déjà générale, sans rentrer dans la méthodologie précise, d'une manière générale, on ne prompte pas, on ne parle pas à une IA comme si on parlait à un humain. Il faut vraiment réfléchir que l'IA, c'est une machine et qu'elle va analyser les informations dans un certain ordre. Et donc, il va falloir trouver l'ordre le plus logique pour parler à cette IA. Donc, déjà, il faudrait être le plus intelligible possible. Si vous parlez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne sait rien de vous, qui connaît pas votre contexte, etc., comment vous allez lui expliquer la situation? Peut-être vous allez lui définir, eh bien, écoute, dans ce contexte-là de notre échange qui va avoir lieu dans quelques instants, tu vas être mon assistant pédagogique et tu vas m'accompagner dans la rédaction de mon déroulé pédagogique de manière à ce que mes objectifs pédagogiques soient le plus clairs possible, par exemple. Et ça, c'est que le début. Donc, qu'est-ce que t'attends de l'IA, en fait? Et puis, il va falloir être très clair. Moi, je vois des prompts quand je fais mes formations où on dit donc voilà un document, tu vas me le résumer, puis me faire un PowerPoint, et puis me faire des images associées, et puis me faire le résumé des slides pour la formation. Même moi, si on me donne cette tâche, je suis pas un robot, mais si on me donne cette tâche, je vais dire oh là là, mais attends. Qu'est-ce que tu veux, dans quel ordre, qu'est-ce qui est le plus logique, comment tu vois les choses, comment on va découper les choses, parce que moi aussi je peux tout te faire, je peux faire tout ce que tu m'as demandé, mais peut-être que je vais te faire quelque chose au début qui va pas te plaire et tu vas revenir dessus, puis après, du coup quand tu seras d'accord avec le premier livrable, on pourra aller sur les suivants. Mais là c'est vraiment la même chose, hein. Oui, Donc, tout à fait. faut être clair, intelligible et spécifique. Donc, comment est-ce que l'IA peut t'aider? Quel est le format livrable? Quelles sont les données que tu lui donnes pour qu'elle s'entraîne? Tu dédies une grande partie de ton livre à l'utilisation des IA génératives de texte et surtout à leur utilisation au service de l'apprenant. Tu y partages de nombreuses idées d'application et d'avantages. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a plein de rôles finalement dans la formation que peut faire l'IA. Je trouve que tu les détailles super bien et à chaque fois, comme je disais précédemment pour revenir au prompt, tu as un prompt pour aider l'auditeur finalement à aller faire quelque chose de pertinent. Une partie des prompts du chapitre dont tu parles, qui est en effet assez conséquent dans le livre, Oui. c'est des prompts que j'ai tirés d'articles de recherche et je cite l'article et c'est vraiment un article, c'était difficile, surtout à cette époque-là, d'avoir des articles de recherche très calés sur le sujet. Et en faisant mes lectures, je me suis rendu compte, et c'est quelque chose que j'avais plus ou moins intuité, c'est qu'en fait, le prompt va servir la nature de l'interaction qu'on va avoir avec l'apprenant, la différenciation pédagogique ou les différents objectifs visés. Et ça, c'est intéressant quand je parlais d'analyser un peu finement comment l'IA peut jouer un rôle avec l'apprenant. Mais est-ce que notre apprenant, à ce moment-là de son apprentissage, au sujet où vous en êtes maintenant dans votre matière, on passe tous par des étapes d'apprentissage. Est-ce que cet apprenant, il a besoin d'une IA tuteur, d'une IA mentor, d'une IA coach, d'un IA élève, d'un IA simulateur, etc. Donc, toutes ces IA, en fait, c'est des recherches que j'ai croisées, c'est des sujets que j'ai croisés pour produire, en fait, ces différents rôles. Et en fait, par exemple, l'IA tuteur, elle va soutenir l'apprentissage. Elle va permettre la facilitation de la compréhension des concepts. L'IA mentor, lui, il va guider vers une amélioration continue. Donc, c'est intéressant parce que déjà, l'IA tuteur, on comprend bien qu'il est au niveau cognitif 1 de Bloom, tandis que l'IA mentor, il est plutôt au niveau cognitif 2 où il va vraiment essayer d'accompagner la compréhension, en fait.
L'IA coach, l'IA coach, c'est plutôt, il va favoriser une réflexion personnelle, il va avoir pour but aussi d'optimiser une performance d'équipe ou des choses comme ça. L'IA coéquipier, c'est pour favoriser la collaboration dans un groupe. Donc, il y a un diagnostic avant l'utilisation de ces IA. Et dans le livre, j'ai vraiment expliqué ça. En fait, j'explique comment le formateur, le pédagogue, il accompagne l'introduction de l'IA dans la formation. Qu'est-ce qu'on doit demander aux apprenants qui utilisent l'IA, toujours de l'esprit critique, du recul, on ne fait pas confiance à une IA, etc. Et vraiment, l'idée que je trouve géniale, en fait, dans ces rôles pédagogiques, c'est que c'est l'enseignant, le formateur qui va faire un diagnostic, qui va dire ah oui, mais là dans mon groupe, dans ce groupe-là, j'ai besoin de plus de collaboration, et il va faire rentrer l'IA coéquipier. Et donc l'IA est une tierce personne, en plus non humaine, donc c'est vachement bien, et qui va prendre un rôle de liant ou de facilitateur. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Merci. Effectivement, je conseille à nos auditeurs d'aller regarder parce que j'ai trouvé cette partie vraiment très intéressante. Mais il y a beaucoup de parties en fait dans ton livre, sincèrement, et c'est pas juste pour te faire plaisir. Je le pense sincèrement, qui sont vraiment très intéressantes. On va s'intéresser au point de vue du formateur, puisqu'il va utiliser ou il commence à utiliser les IA génératives de texte. Ça va lui faciliter la vie. Alors, il va pouvoir l'utiliser comme un assistant administratif, comme un assistant d'évaluation. Ça va le faire évoluer dans son rôle de formateur. Mais si on s'intéresse à la conception pédagogique, finalement, quels sont les avantages de l'IA générative de texte pour le formateur? Pour moi, je pense que la première chose, c'est que ça va l'aider à aller plus vite dans les tâches répétitives. C'est-à-dire, et là, je ne sais pas répondre à leur place, qu'est-ce que c'est qu'une tâche répétitive pour toi? Si pour toi, une tâche répétitive, quelque chose que tu dois faire encore et encore très souvent, c'est des déroulés pédagogiques, alors elle va t'aider à aller plus vite. Mais pour qu'elle aille plus vite, il va falloir que tu lui donnes, par exemple, que tu la nourrisses. C'est ce qu'on appelle les jeux de données. Donc, que tu lui donnes des données sur tes déroulés pédagogiques, sur ta manière de faire des déroulés pédagogiques, parce qu'on a quand même tous des manières personnelles de faire des déroulés pédagogiques, même si la structure reste similaire. Et donc, on va lui donner des choses qu'on a déjà produites. On va lui dire, tiens, regarde, ça, c'est un modèle de choses que j'ai déjà produites. Est-ce que tu peux m'aider à reproduire la même chose sur un autre sujet avec cette méthodologie-là? Et ça, par exemple, pour faire un déroulé pédagogique, moi, j'y arrive, mais en, par exemple, 6 étapes. Donc, je ne commence pas par lui dire, tiens, voilà un déroulé pédagogique, fais-moi le même sur un autre sujet. Non. Je vais lui dire, on va commencer par travailler sur le synopsis. Voici un synopsis d'une de mes formations, voici une nouvelle formation. Et là, je vais méga prompter vraiment pour être le plus précise possible. Donc, je commence toujours mes formations par un méga prompt. Je vais expliquer dans quelques instants pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oui. J'avais une question là-dessus. Et voilà, parfait. Le monde est bien fait. Exactement. Et donc, je vais méga prompter pour être le plus clair, le plus intelligible. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit à l'instant. Le plus clair, le plus intelligible possible auprès de l'IA pour qu'elle parte avec des données de base les plus pertinentes pour me générer le résultat le plus pertinent. À l'inverse, si vous voulez utiliser l'IA pour faire une tâche que vous ne faites que peu, il n'y a pas d'avantage à utiliser l'IA pour faire une tâche qu'on ne fait pas de manière répétitive. Parce que vous allez passer du temps à écrire votre prompt et quand vous allez avoir fini d'écrire votre prompt et enfin obtenu de bons résultats, vous allez vous dire oui, j'ai passé 1 heure ou 2 heures sur le sujet avec l'IA, j'aurais pu le faire peut-être plus vite moi-même. Et c'est totalement possible. Exactement. Et alors justement, la question que je voulais te poser, dans ton livre tu en parles, c'est la différence finalement entre méga-prompt et multi-prompt et l'avantage d'utiliser l'un ou l'autre de ces prompts. Pour moi, c'est vraiment central dans l'approche qu'on va avoir de la communication avec les IA, donc ce qu'on appelle l'ingénierie du prompt. Il faut vraiment imaginer chaque conversation qu'on a avec une IA, donc vraiment quand on ouvre une nouvelle conversation, une nouvelle page blanche, que tout ce qu'on va écrire dedans, ça va alimenter sa base de données. Donc, si vous êtes vague, imprécis, que vous devez revenir sur vos sujets plusieurs fois, vous allez alimenter de plein de ratures et d'erreurs votre nouvelle page que vous êtes en train d'écrire et donc vous allez entraîner les résultats sur quelque chose d'imprécis. Mes recommandations, c'est de méga prompter dès le début. C'est-à-dire, méga prompt, c'est pour donner une idée de volume, c'est entre 15 et 30 lignes. Et D'accord. quand les apprenants regardent mes méga prompts, ils me disent « Mais je ne pensais pas qu'il était possible d'écrire autant dans un prompt ».
Et moi, je leur réponds, mais je ne pensais pas, quand je vois vos prompts, qu'il était possible d'écrire aussi peu pour avoir des bons résultats. Et moi, je suis toujours très surprise de voir leur prompt de 1 ou 2 lignes que je ne comprends pas. En fait, je me dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de parler à une machine? Si vous étiez informaticien, est-ce que vous pensez qu'il y a des informaticiens, ils vont écrire 2 lignes de code, hop, ils ont fini leur journée de travail, ils rentrent chez eux? Bah non, non. C'est vrai. Pour parler avec une machine, faut être précis, faut un contexte, faut un cadre, faut une manière. Pour ceux qui connaissent la méthode quintilienne du QQQCCP, posez-vous la question. Est-ce que j'ai donné au début de l'information toutes les informations du QQQCCP à l'IA? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un bon moyen de savoir. Et alors, petite astuce de Sioux, si jamais vous débutez dans l'IA, avant de lancer le prompt, par exemple, vous pouvez lui dire, voilà, tu es un assistant en conception pédagogique, tu vas m'aider dans l'élaboration du syllabus. Le syllabus de ma structure est comme 6 juin, et là, vous lui mettez, par exemple, un syllabus. Alors, on fait attention aux données confidentielles, on fait attention quand on met des informations dans une IA à ne rien mettre qui serait contraire au règlement, par exemple, RGPD. Mais souvent, les syllabus des écoles, ils sont en ligne. Donc là, on peut le mettre sans problème. Et à partir de ce syllabus, j'aimerais que tu me génères un nouveau syllabus sur un nouveau sujet. Voici le sujet, voici les informations sur ce sujet, QQO, QCCP. OK. Et avant d'envoyer votre prompt, mon astuce, c'est de mettre « Est-ce que tu vois d'autres informations qu'il pourrait te manquer pour réaliser correctement cette tâche ?» Ouais, ça c'est bien vu. Ouais. Ça change tout. Hein. Ouais, ça change tout. Ouais. Parce que vous n'êtes pas là en train d'appuyer sur un bouton, en train de dire « génère-moi le truc ». Vous êtes en train de faire appel à sa manière d'interpréter les choses. Et en gros, elle va vous dire « ah oui, mais moi, il me manque telle info, telle info, telle info, telle info ». Et donc, au lieu de générer un premier texte où il va manquer telle info, vous allez lui dire « non, mais il faut que tu corriges ça, nanana ». Et là, vous allez salir votre page blanche. Hein. Bah là, depuis le début, vous co-construisez ensemble le produit et en fait, vous avez une page de prompt qui est quand même très propre et donc des résultats qui sont normalement beaucoup plus pertinents. Et alors, quand est-ce que tu utilises le multiprompt? Pour la suite. C'est-à-dire que généralement, quand je fais ma démarche d'ingénierie pédagogique, je commence avec un méga prompt de syllabus. Donc, une fois que j'ai validé le syllabus, que je suis d'accord sur ce qui est écrit, que ce qui a généré, c'est OK, ou partiellement OK. Après, moi, humaine, je vais corriger des choses. Je reméga prompt généralement pour les objectifs pédas, parce que souvent, il a beau connaître la taxonomie de Bloom et la taxonomie de Bloom révisée, mais il va encore me sortir des verbes d'action, savoir, comprendre, connaître. Alors, je suis peut-être old fashion, mais moi, savoir, comprendre, connaître, je suis désolée, c'est pas des objectifs pédagogiques, c'est pas des verbes d'action. Donc, l'élève est capable de comprendre le théorème de Pythagore. Je ne vois pas du tout qu'est-ce qui est actionnable dans comprendre le théorème de Pythagore. Ça peut diviser, hein, mais voilà. Non, mais c'est pas un verbe d'action. Donc, souvent, l'IA va sortir quand même savoir, comprendre, connaître. Donc, moi, dans mon méga prompt, je lui colle, parce qu'en plus, souvent, je fais que des demandes d'objectifs pédagogiques sur les 3 premiers niveaux cognitifs de Bloom, puisque souvent, les niveaux supérieurs dans les formations, on n'y va pas. C'est des niveaux qui sont plutôt liés au monde de l'entreprise et à la manière dont on actionne nos compétences par la suite de la formation. Donc, je lui cadre la chose. Je lui dis, voilà, on va travailler que sur les 3 premiers niveaux cognitifs de Bloom, ou les 4 premiers, ça dépend des formations. Et je lui donne la liste des verbes d'action. Je lui dis, voilà, en fait, c'est ça, les verbes d'action, et t'en prends pas des autres. Et à partir de là, honnêtement, j'ai des très bons résultats. Et une fois que j'ai mon syllabus, les verbes d'action validés, donc j'ai 2 fois méga prompté, là, c'est vachement plus simple, je peux multiprompter. Donc là, je peux commencer à lui demander en multiprompt de me faire des propositions d'évaluation associées aux objectifs pédagogiques, puisque chaque objectif pédagogique doit être évalué. Dans le livre aussi, j'ai une double page là-dessus où j'explique en fait toutes les modalités d'évaluation possibles en fonction des niveaux cognitifs. Oui. Et après, c'est que des ajustements. Je vais multiprompter je vais écrire 1 ou 2 lignes pour lui dire, mets-moi ça sous forme d'un tableau, etc., etc. Donc, généralement, 2-3 méga prompts au début et après, ça va. C'est bon, je peux être en paix sur le multiprompting. Alors, on va arriver à la fin de ce podcast, mais j'ai encore 3 questions. Ton livre est super riche et du coup, on va pas parler des IA génératives de vidéos, d'audio, voire des IA qui peuvent aider dans la classification des données. Je vais renvoyer les auditeurs à ton livre. Mais par contre,
on peut pas te quitter sans avoir parlé des IA génératives d'images et de leur utilisation dans la formation. Alors, j'imagine que ta réponse sera transposable pour les IA génératives de vidéo et d'audio. Qu'est-ce que finalement ça va apporter aux formateurs? La première chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que les IA génératives d'images, c'est un niveau de maîtrise, c'est plus difficile à maîtriser, à comprendre, à utiliser que les IA génératives de texte. Oui. Je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, mais moi, je rentre 3 mots, et puis je fais OK, et puis ça me sort une image. » On retombe sur l'histoire de la machine à café dans lequel je mets une rondelle de citron. Oui, on peut générer facilement des images, mais quel message, quel outil pédagogique est l'image pour vous? Pour moi, l'image, c'est plutôt un outil pédagogique de dual coding. C'est-à-dire que si je mets une image dans mon contenu pédagogique, elle doit aider la mémorisation. Aider la mémorisation, ça veut dire que la manière, les messages, l'illustration, le type d'image que ça renvoie va tout de suite me permettre de comprendre le message clé de ma slide. Donc d'ailleurs, je reviens à une slide, une idée. Oui. Et d'ailleurs, petit edit, s'il vous plaît, ChatGPT n'est pas un outil pour faire des slides. Mais ça, c'est un autre sujet, même si Copilot fait des slides, etc. Est-ce que c'est à ça qu'on veut que serve Busy, à faire nos slides à notre place, ou est-ce qu'on voudrait peut-être qu'on réfléchisse plus, par exemple, à ces notions de dual coding que moi, je trouve super intéressantes pour favoriser la mémorisation? Donc, les IA d'images peuvent vraiment être des outils pédagogiques intéressants pour favoriser les ancrages, pour travailler sur du storytelling. On pourrait vraiment inventer un personnage qui accompagne l'apprenant. On peut vraiment aller sur ces autres niveaux que sont le texte et l'oral qu'on utilise beaucoup. On peut vraiment sensibiliser, transmettre aussi des émotions à travers une image, etc. Mais faut-il encore qu'elle soit utilisée de manière créative et intelligente? Et tu sais, Gérard, que c'est un de mes sujets parce que les gens aujourd'hui apprennent ou génèrent des images, mais c'est des images qui ont beaucoup, beaucoup d'éléments. Elles ont énormément d'informations. Elles sont très, très riches en informations. Et donc, on voit tout de suite d'ailleurs que c'est des images générées par des IA. Oui, c'est vrai. Et ça se voit. Hein. Mais parce que c'est mal maîtrisé. Hein. Des images générées par des IA très bien maîtrisées, en fait, ça se voit pas. Hein. J'ai quelques exemples où ce que tu dis est juste la réalité. Moi, j'aime bien faire un jeu sur LinkedIn, à envoyer des messages aux gens, à leur dire est-ce que tu as fait ton image avec telle IA? Juste parce que moi, ça m'entraîne en fait. J'arrive à voir quelle IA est derrière chaque image, parce que chaque IA a aussi sa patte. Bon, donc c'est pas le propos, je ressens. Donc je pense que les générations d'images et de vidéos, elles ont un gros apport à avoir, à jouer dans la pédagogie. Mais encore une fois, faut réfléchir au bon usage et pas faire joujou avec les IA d'images. Une génération d'images, ça équivaut en termes d'électricité à une charge de téléphone. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand vous utilisez les IA. Hein. C'est comme 1 litre d'eau, c'est 20 à 50 prompts. Ça dépend de quelle IA on utilise. Donc c'est quand même des notions assez importantes. Il y a un impact, c'est pas un impact neutre quand on utilise ces IA. Mais par contre, tu vois, je peux donner un truc que j'ai vu récemment que je trouve vraiment chouette. Il y a une IA qui s'appelle Agen qui fait beaucoup parler d'elle parce qu'elle a un très bon niveau dans sa génération, dans le côté génératif de cette IA. Et dans cette IA, je peux rentrer mon contenu de cours. Alors, c'est limité, hein, je sais plus, à 6000 caractères de mémoire ou peut-être un peu plus, peut-être 10 000. Et je peux rentrer mon contenu de cours et je peux donner le lien vers cette IA à mes apprenants. Et donc, mon apprenant, il va pouvoir poser des questions à l'écrit par rapport au cours que je viens de donner. Et l'IA va être capable de répondre à ces questions et peut-être de reformuler d'une autre manière. Alors, elle le fait de deux manières. Elle le fait à l'écrit ou à l'oral. Hein. C'est un avatar qui parle à l'oral et en même temps, il y a le texte écrit en dessous pour l'accessibilité. Et donc, du coup, là, on a quelque chose d'intéressant. On a bien un outil qui est facile d'accès, qui a une vertu pédagogique et qui est là un support visuel et auditif pour favoriser l'apprentissage. Moi, je trouve que ça, c'est un usage qui est vraiment super intéressant. On arrive malheureusement à la fin de ce podcast. J'ai quand même une dernière question, Lucie. Déjà, je crois que tu m'avais dit en off, quand on a préparé cet épisode, que l'un des meilleurs conseils pour les auditeurs et les formateurs, c'est qu'il fallait s'y mettre tout de suite à l'IA. C'est maintenant, c'est les débuts et c'est encore facile de s'y mettre. Il y a plusieurs stars de l'intelligence artificielle qui disent la même chose. Plus les IA vont évoluer, plus ça sera difficile de s'y mettre. Donc, l'un des conseils, c'est faut que vous y mettiez maintenant. Et
on l'a vu et on le verra encore, l'IA va évoluer encore plus rapidement. De très nombreuses applications arrivent. Selon toi, quels vont être les prochains défis pour les professionnels de la formation et notamment les services RH qui souvent intègrent la formation dans quelques grosses entreprises face à cette évolution? Je sais que la question, elle est difficile parce qu'on ne sait pas d'où ça va partir, mais j'aime bien poser ce type de questions à la fin de mes épisodes pour qu'on se donne un minimum de prospective, même si je reconnais que dans ce domaine-là, c'est vraiment difficile. Moi, je pense que c'est clairement ma question préférée. Ah, génial. Alors, je Vraiment. t'écoute. Alors, ça veut pas dire que c'est ma préférée que je vais y répondre justement. Je vais essayer d'y répondre avec une analyse croisée de ce que je vois sur le terrain, de ce que je lis et de ce que j'en comprends. C'est intéressant parce que voir, prendre un pas de côté, reculer, regarder les choses de haut, surtout sur ces sujets-là, ça permet déjà d'anticiper et de pas se prendre des changements violents en pleine figure. Et ce que beaucoup de personnes ont l'impression aujourd'hui de vivre, c'est un changement violent en pleine figure. Et comme je te l'avais dit en introduction, moi, ça fait quelques années que je les observe, ces changements. Oui. Donc, ça n'a pas été violent, c'était attendu. Donc, je vais essayer de vous dire ce que moi, j'attends, ce que je perçois, ce que je vois, en prenant du recul sur c'est une hypothèse. Aujourd'hui, je travaille en effet avec les services RH sur ces sujets-là, sur les sujets de la compétence. Il y a une étude du World Economic Forum qui est parue fin 2023 sur les compétences de 2027, les compétences nécessaires. On va dire les 5 premières compétences, c'est la pensée critique, la pensée analytique, la connaissance de la technologie, la curiosité et l'apprentissage tout au long de la vie, et enfin la résilience, la flexibilité et l'agilité. Pour moi, clairement, le mot-clé que je retiens de tout ça, en dehors de la créativité, qui est un mot qui compte énormément à mes yeux, c'est clairement la flexibilité. Je le vois, je l'ai vu, je ne fais que voir ça depuis que j'évolue dans tous ces domaines, et comme depuis mes 10 ans, depuis cette aventure, mes premiers pas avec les machines. Les personnes les plus flexibles sont les personnes qui vont le plus rebondir sur toutes ces évolutions et qui vont finalement moins souffrir, parce que par moment, pour certaines personnes, la technologie et les évolutions, c'est une souffrance, qui vont moins souffrir de ces changements. Donc, je pense que les services RH, mais pas que, nous aussi en tant que parents, les responsabilités ne sont pas que sur les RH des entreprises, les managers, voilà. Je pense que tout le monde doit prendre sa responsabilité. Et dans les services RH, cette notion de changement de paradigme et de changement des compétences clés est à prendre en compte. Je dis ça parce que il y a quelques années, et encore c'est le système scolaire actuellement, le fait d'être capable d'apprendre tout par cœur, si on est capable vraiment d'apprendre tout par cœur, donc si on a cette flexibilité, c'est même pas une flexibilité, c'est une capacité cognitive d'apprentissage, on est capable d'apprendre tout par cœur, et en fait on est un bon élève. Sauf que, aujourd'hui dans notre société, est-ce qu'aujourd'hui, on nous demande encore de savoir des choses par cœur? Non, tu as des extensions de mémoire. Google, ChatGPT, d'autres IA. Et puis, c'est pas... On n'attend pas tant de toi. Tu vois, là, qu'est-ce que tu attends de moi? T'attends pas de moi que je te dise quelque chose par cœur que j'ai lu dans Le Monde ou... Absolument. Voilà. T'attends de moi que je prenne toutes les informations que j'ai lues un peu partout et que je les connecte dans mon cerveau à un point central. Et c'est ces informations-là que je suis en train de te digérer. Donc, ce que tu attends de moi, c'est de la flexibilité, c'est de la pensée critique, c'est de la pensée analytique et c'est avoir un minimum de connaissances technologiques, tu sais ce qu'ils appellent le technological literacy, c'est vraiment comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça, comment fonctionne le monde autour de nous. Et en fait, là, dans cette dernière question, tu es en train de me demander les 5 premières compétences du World Economic Forum, qui sont les compétences les plus importantes de demain. Donc, j'adore cette question. Bravo pour ta réponse, surtout. Pour la relier au World Economic Forum, avec les compétences qu'il faudra avoir en 2027. Superbe réponse, Lucie, vraiment. Écoute, ça m'est paru évident. Vraiment, quand tu me l'as demandé, je me suis dit, c'est une question parfaite, en fait. C'est clairement là où on va demain. Donc, moi, aujourd'hui, quand j'échange avec des RH sur les sujets d'IA, j'interroge la valeur d'un CV, la valeur d'une lettre de motivation. Qu'est-ce qu'on attend d'eux, en fait? Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut faire des lettres de motivation avec ChatGPT. Bien sûr qu'aujourd'hui, on peut même prendre en compte les logiciels d'IA qui vont interpréter nos CV, nos lettres de motivation de manière à apparaître sur le haut de la pile. Mais
qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que vous voulez, vous, RH, dans vos équipes de demain? Est-ce que vous voulez des personnes qui ont été capables pendant des années de ressortir par cœur des contenus? Ou est-ce que vous voulez des personnes qui se sont différenciées parce qu'elles ont eu des regards croisés, des regards critiques, parce qu'elles ont des expériences croisées? Est-ce qu'on n'est peut-être pas en train de chercher des gens qui ont vécu d'autres choses que cet écosystème-là? Parce que si on veut apprendre tout au long de la vie et être curieux, et ben en fait, il va falloir, je reprends encore les compétences du World Economic Forum, si on va falloir, pour avoir cette curiosité, s'intéresser à d'autres choses qu'à notre domaine. Donc, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche? Donc, est-ce que finalement, on n'est pas en train de remettre en cause dans notre société avec le changement de paradigme et les changements de profil, la valeur du CV, la valeur de la lettre de motivation? Est-ce qu'on n'est pas en train de réfléchir à un autre mode de faire son pool de compétences dans une entreprise? Et ça m'intéresse. Ça, c'est vraiment des sujets intéressants. Moi, je vous ai dit, j'ai 2 masters. J'en ai un en informatique, donc j'ai appris à programmer. Mais surtout, ne m'embauchez pas pour programmer quelque chose aujourd'hui, quoi. Hein. Mais ça serait une catastrophe. J'ai pas programmé depuis mon master, alors que je comprends. C'est ça qui est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. J'ai compris, je sais comment ça fonctionne, mais ne m'embauchez pas pour ça, même si j'ai un diplôme. Donc, quelle est la valeur d'un diplôme? Donc voilà, ça, c'est vraiment des sujets très RH et je pense qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses. Je repensais à Forbes, là, un article que j'ai lu il y a pas longtemps. Aux États-Unis, ils se sont rendus compte que dans les dossiers d'admission, le mot tapisserie, ressortait tout le temps. Et c'est très bizarre. Je veux bien que ça fonctionne dans une phrase. L'apprenant peut dire je n'aime pas faire tapisserie quelque part. Je suis plutôt quelqu'un de dynamique et d'actif. Mais qui dit ça? C'est pas parce que ça se dit qu'on le dit. Ouais. Et donc, du coup, ils se sont rendus compte que ces étudiants, ils utilisaient l'IA pour remplir les dossiers d'admission. Nous, en France, on a le problème avec les mémoires de master et plein d'autres. Hein. C'est un exemple. Et donc, ils se sont rendus compte de ça. Donc, en fait, ils ont pas accepté les gens qui avaient le mot tapestry dans leur dossier de candidature. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces jeunes, ils se sont rendus compte que l'université s'adaptait. Ils se sont suradaptés. Ils sont allés sur Fiverr. Ils ont donné leur dossier d'admission à des pros de l'IA pour qu'ils enlèvent tous les mots qui pourraient paraître IA dans leur dossier d'admission. Ils ont payé, je sais pas moi, $15. Et puis, ils ont renvoyé un dossier d'admission sur lequel ils n'ont toujours pas travaillé. Donc, quel est le sens? Quel est le sens de tout ça? Impressionnant. On est arrivé au bout de ce podcast. Lucie, vraiment un grand merci à toi pour tout ce que tu nous as apporté. Un grand merci à nos auditeurs. Je vais rappeler le titre de ton livre, l'IA pour la formation, qui est disponible aux éditions Click. Et puis, je vous invite vraiment à suivre Lucie Dorn, donc sur LinkedIn, comme elle l'a dit. Outre son ouvrage, elle publie régulièrement et ses posts sont toujours intéressants. Un grand merci à toi, Lucie, pour ce très beau moment. Merci beaucoup, Gérard, à toi et à tes auditeurs. Vraiment, j'étais ravie de répondre à cette invitation et j'ai trouvé que tes questions étaient vraiment très intéressantes. J'ai beaucoup de plaisir à y répondre. C'est gentil. À très bientôt, Lucie. Au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.